J'avais toujours une pensée en tête, mon amour pour Eleanor. 20 ans de vie commune avaient filé comme un éclair. Nous avions bâti une vie commune qui, vue de l'extérieur, paraissait aussi proche de la perfection qu'on pouvait l'imaginer. J'entendais souvent mes amis dire, toi et Eleanor, vous êtes des rêves de couple. Et la plupart du temps, c'était vrai. Nos matinées étaient remplies de plaisanteries au petit déjeuner. N'oublie pas ton café, disait-elle en me tendant ma tasse avec ce même sourire taquin qu'elle arborait à notre première rencontre. Et n'oublie pas que tu es belle, répondais-je en la voyant lever les yeux au ciel, mais sourire malgré tout. Le soir, c'était notre sanctuaire tranquille. Nous nous blottissions sur le canapé, mon bras autour de ses épaules, le chien à nos pieds, les enfants à l'étage finissant leurs devoirs ou discutant avec des amis sur FaceTime. Nous regardions nos séries préférées. Eleanor choisissait toujours les séries policières. J'ai un penchant pour les documentaires, mais ça ne me dérangeait pas de céder juste pour la voir s'enthousiasmer quand elle a résolu l'affaire avant la révélation. D'autres soirs, on parle des enfants, du dernier projet artistique de Kelly, de l'obsession de Kevin pour le foot, et on rit des tentatives loufoques de Bella de tourner en rond. Notre maison avec sa palissade blanche n'était pas qu'un cliché du bonheur banlieusard. Elle semblait réelle. Elle semblait juste. On vivait un rêve. Du moins, je le croyais. Parfois, je me surprends à me remémorer nos débuts, quand nous étions jeunes, fous et profondément amoureux. Je me souviens de la façon dont ses yeux se sont illuminés quand je l'ai surprise avec un bouquet de roses sans raison. Je me souviens de nous dansant pieds nus sous la pluie, trempés et riant. Sans le moindre souci. Dans mon esprit, ces moments brillaient encore d'une douce magie. Mais ces derniers temps, quelque chose avait subtilement changé. Rien de dramatique ou de tapageur, juste de petites choses. Eleanor semblait plus distante. Pas vraiment froide, juste plus calme. Son rire, autrefois fréquent et ample, se faisait plus rare. Parfois, je la surprenais à regarder par la fenêtre ou à s'évader pendant le dîner. « Tout va bien ?» demandai-je un soir en débarrassant la table. « Oui » répondit-elle avec un léger sourire. « Juste fatiguée. Longue journée. » Je voulais y croire. Je choisissais de croire qu'il y avait des soirs où elle rentrait plus tard que d'habitude. « Désolée » disait-elle en se débarrassant de ses talons, à cause d'une réunion imprévue ou d'un événement de bureau. J'essaie de ne pas trop y penser. Après tout, Eleanor et moi avions construit cette vie, cette confiance pendant 2 décennies. Douter d'elle pour des broutilles me semblait mal. C'était comme une trahison. Et pourtant, le soir, allongé dans mon lit, dos tourné vers moi, cette petite voix s'insinuait. Et s'il y avait plus que ça? Je la faisais taire. La serrais contre moi, la respirais. On va bien, me disais-je. On est assez forte pour tout affronter. Je m'accrochais à cette croyance comme à une bouée de sauvetage. Mais à mesure que les jours se transformaient en semaines, quelque chose en moi changeait. Le malaise s'installa. Je ne pouvais pas m'en défaire. Je refusais d'y croire. Mais la vie commença à prendre une autre tournure. La routine familière perdait ses couleurs. Chaque instant s'épuisait, tendu par la suspicion. Chaque regard, chaque rire qui ne m'incluait pas, me semblait un indice. La confiance qui nous avait toujours ancrés me glissait entre les doigts. Je détestais ça. Je détestais penser ainsi, mais je ne pouvais m'en empêcher. Puis vint ce samedi après-midi tranquille. Eleanor était sortie. Une autre réunion de travail. Je restais en me disant que j'allais faire un peu de rangement, peut-être retrouver ce vieil album photo caché quelque part, et me replonger dans mes souvenirs. Je me disais que me souvenir des bons moments m'aiderait peut-être à apaiser la tempête intérieure. Je fouillais dans le placard, écartant vieilles écharpes et manteaux oubliés. C'est là que je le vis. Un éclat métallique derrière une pile de bonnets d'hiver. Je tendis la main et en sortis un téléphone. Pas le mien. Pas celui d'Eleanor. Je le retournai dans ma main. C'était quoi ce bordel? Ce n'était pas son téléphone habituel. Je n'en avais jamais vu. Ma curiosité a explosé et, presque sans réfléchir, je l'ai allumé. L'écran s'est illuminé, inondé de notifications. Un nom est ressorti. Everett, tu me manques. J'ai hâte de te revoir. Mon estomac s'est noué. Mes doigts se sont glacés. Je suis resté là, les yeux rivés sur l'écran, tandis que 1000 pensées me traversaient l'esprit. Serait-ce possible? Non. Non.
Il devait y avoir une explication. Il le fallait. Peut-être que c'était juste une vieille amie. Peut-être quelque chose d'innocent. Quelque chose dont elle avait l'intention de me parler, mais qu'elle ne l'avait pas encore fait. Pourtant, les messages étaient intimes. Trop intimes. J'ai passé les jours suivants à les observer de plus près. Les appels qu'elle recevait dans l'autre pièce. Les textos tard le soir. Les petits rires quand elle pensait que je ne regardais pas. La façon dont elle souriait à quelqu'un, peut-être quand elle se croyait seule. Et donc, un soir, le cœur battant et les mains moites, je l'ai suivie. Je gardais mes distances, essayant de rester hors de vue tandis qu'elle descendait le pâté de maison et entrait dans un petit café pittoresque. Elle avançait avec détermination, non pas comme quelqu'un qui fait des courses ou qui prend un café, mais comme quelqu'un qui rencontre quelqu'un. Elle se glissa dans un box près de la fenêtre. Mon souffle s'arrêta. Puis, peu après, un homme entra. Everett. Ils s'étreignirent chaleureusement, un peu trop chaleureusement pour de simples amis. Debout de l'autre côté de la rue, à moitié caché derrière un arbre, je me sentais comme un voyeur pathétique, scrutant un monde que je n'étais pas censé voir. Je ne pouvais pas les entendre, mais je n'en avais pas besoin. Le rire d'Eleanor, la façon dont sa main s'attardait sur son bras, sur celui d'Everett, brisèrent quelque chose en moi. Everett. Je ne connaissais même pas cet homme, mais soudain, je le détestais de toutes mes forces. L'espace d'un instant, j'ai voulu faire irruption, m'approcher de cette table, les regarder dans les yeux et leur demander « Comment as-tu pu ? Comment as-tu pu trahir 20 ans ? Comment as-tu pu me regarder dans les yeux tous les jours et mentir ?» Mais je ne l'ai pas fait. Quelque chose m'en a empêché. Peut-être était-ce la douleur si vive, qu'elle me paralysait. Ou peut-être était-ce la prise de conscience que si j'agissais impulsivement, je n'obtiendrais jamais la vérité. Pas vraiment, et j'avais besoin de la vérité. Ce soir-là, en rentrant chez moi, le silence dans la voiture était assourdissant. J'ai serré le volant plus fort que nécessaire, retenant des larmes que je refusais d'admettre. La femme que j'avais aimée et en qui j'avais eu confiance plus que quiconque au monde menait une double vie. La trahison était restée gravée dans ma poitrine comme une brique. Mais je n'allais pas la laisser me briser. Les jours suivants, le choc ne s'est pas estompé. Il s'est figé. Il s'est transformé en quelque chose de complètement différent. Une sorte de clarté froide et impitoyable qui rendait chaque respiration si intense. Plus précis, plus réfléchi à chaque pas. Je ne dérivais plus. J'étais ancré par un besoin singulier et implacable de tout découvrir. Toute la vérité. Plus de demi-explications. Plus de mensonges dissimulés sous des excuses creuses. Je voulais la clarté et la justice. Cela signifiait que je devais devenir quelqu'un d'autre. Quelqu'un que je n'aurais jamais cru être. J'ai commencé à les observer. Pas de manière obsessionnelle, du moins pas au début. Mais dès que j'ai vu Eleanor me dire au revoir ce matin avec cette même voix douce qu'elle avait utilisée pendant 2 décennies, pour retrouver Everett quelques heures plus tard dans un petit café tranquille de l'autre côté de la ville, quelque chose en moi a basculé. Ce n'était plus seulement une trahison. C'était du théâtre, une performance. Et j'avais été pris pour l'idiot. Alors, je l'ai suivi. Je me suis dit que ce n'était pas de la paranoïa si j'avais raison. J'ai emprunté un petit appareil photo à un ami sous prétexte de faire des recherches pour un projet. J'ai acheté un meilleur objectif pour mon téléphone. Je me suis même inscrit à un service de stockage cloud pour sauvegarder toutes mes données. Au cas où. Chaque pas semblait calculé, précis, comme si je déplaçais des pièces sur un échiquier. Elle et Everett n'étaient même pas discrets. Restaurant, hall d'hôtel, un chalet de location à la sortie de la ville. Je les ai regardés se tenir la main. Je l'ai vu l'embrasser sur la joue en riant. Ma femme riait comme si elle n'avait pas ri avec moi depuis des années. Je l'ai regardé se brosser les cheveux en arrière comme elle le faisait avec les miens. Le pire, c'est quand je les ai surpris assis l'un en face de l'autre dans un box à partager un dessert. Son pied effleurant le sien sous la table. Chaque photo, chaque clip vidéo. Je détestais devoir les prendre. Détestais ce que cela me faisait ressentir. Mais je ne pouvais pas détourner le regard. C'était comme documenter la mort de quelque chose de sacré. Un lent et impitoyable démêlage de tout ce que je croyais réel. J'ai commencé à enregistrer les fichiers dans des dossiers étiquetés par date, heure et lieu. Je les ai croisés avec les alibis d'Eleanor. Cours de yoga,
rendez-vous client, course rapide, tout ça. Chaque fois qu'elle franchissait la porte. Et ma souris, j'ai vu les images défiler dans ma tête. J'avais rencontré un avocat spécialisé en divorce en secret. Je ne voulais rien précipiter. Je ne pensais plus qu'à moi. Il y avait les enfants. Il y avait la maison. Il y avait tout ce que nous avions construit en 20 ans qui me semblait maintenant comme de la cendre entre les mains. Mais je n'allais pas la laisser réécrire l'histoire. Elle n'aurait pas le droit d'en faire un récit où nous nous serions éloignés. Non, pas après ce que j'avais vu. Pas après ce que j'avais ressenti. Alors j'ai continué à collectionner en silence, régulièrement. Chaque nouvelle image était une pierre de plus posée sur les fondations de mon évasion. Chaque vidéo était un mensonge de moins qu'elle pourrait raconter. Quand tout s'est effondré, je construisais quelque chose, un disque, une réconciliation, et elle ne le savait même pas encore. Mais j'ai aussi compris qu'une conversation tranquille dans la cuisine ne suffirait pas. Elle avait besoin de ressentir ce que je ressentais. Pas seulement en privé, mais devant les personnes qui comptaient le plus pour elle, sa famille, ceux qui la connaissaient depuis toujours. J'ai porté un toast à notre mariage et j'ai élevé nos enfants avec nous. L'idée a pris forme, un dîner, une fête à laquelle elle entrerait en pensant que c'était pour elle. Une soirée parfaite avec ses plats préférés, ses fleurs et sa musique. Elle se sentirait en sécurité et aimée, croyant que tout allait bien. Puis je lui montrerai la vérité, les vidéos, les photos, la trahison, tout cela devant sa famille. J'imaginais déjà son visage se vider de ses couleurs, le choc parcourant la pièce. Plus de mensonges, plus de secrets. Ça n'arrangerait rien, mais ça lui ferait comprendre la profondeur de ce qu'elle avait fait. Ce soir-là, j'ai commencé à planifier chaque détail. La liste des invités, le menu, le discours. Je me suis dit que ce n'était pas une vengeance, juste la vérité. Et parfois, la vérité a besoin d'un public. Je lui ai dit que j'avais une surprise en préparation. Juste quelque chose pour nous, ai-je dit avec désinvolture. Elle a souri, distraite comme d'habitude. Oh, quelle surprise! Tu verras. Je lui ai dit, en parvenant à garder une voix calme, juste une petite fête. J'ai envoyé les invitations sous couvert de une fête d'anniversaire surprise. Sa famille a réagi avec chaleur et enthousiasme. Complètement inconsciente de ce qui allait arriver. Tu es toujours si attentionné, m'a écrit sa sœur. Là elle a de la chance de t'avoir. Je me suis forcé à ne pas réagir. En attendant, j'ai joué les détectives. J'ai commencé à tout documenter. Photos, courtes vidéos, horodatage, lieux. J'avais l'impression de perdre une partie de moi-même à chaque image capturée. La regarder rire avec Everett, les regarder se toucher. Chaque clip était un nouveau coup de poignard, mais je ne me suis pas arrêté. Je ne pouvais pas. Il me fallait plus que des soupçons. J'avais besoin de preuves. Des preuves solides, irréfutables. À mesure que la date approchait, mes nerfs se tendaient comme un nœud coulant. Je sentais l'impatience et la peur m'entourer comme des serpents. Cela allait tout changer. Mais il me restait une chose à faire. J'ai organisé un séjour chez un ami pour Kevin et Kelly ce week-end-là. Je me suis dit que ce serait sympa que vous passiez un moment ensemble. Je leur ai dit. Ils n'ont pas posé de questions, ils ont juste applaudi à l'idée de dormir chez moi. Je ne voulais pas qu'ils soient là. Ils étaient proches de ce qui allait arriver. Ils ne méritaient pas de voir leur monde s'écrouler. Ils n'avaient pas besoin d'en subir les conséquences. La table était dressée à la perfection. Les fleurs préférées d'Eleanor, les délicates pivoines roses qu'elle adorait depuis toujours, disposées exactement comme elle les aimait. Ses plats préférés aussi. Poulet au romarin, purée de pommes de terre à la truffe, et cette salade qu'elle exigeait toujours, même si personne d'autre n'y touchait. Un doux bourdonnement de jazz flottait en arrière-plan. De l'extérieur, cela ressemblait à de l'amour, à une célébration. À quelque chose d'or et de sacré. Mais sous toute cette chaleur et cette festivité, une tempête grondait en moi. Les invités arrivèrent à un, apportant rire, câlins et bouteilles de vin. Sa mère m'embrassa sur la joue et dit, « Tu es unique, Caleb. » C'est tellement attentionné. Sa sœur s'est extasiée sur mon côté romantique après toutes ces années. J'ai souri. Je les ai remerciés, mais chaque mot me faisait l'effet d'une aiguille. Puis Eleanor est entrée. Elle s'est figée une seconde, stupéfaite, puis son visage s'est illuminé. Oh mon Dieu,
a-t-elle murmuré. Quoi? Qu'est-ce que c'est que tout ça? J'ai haussé les épaules en souriant. Surprise. Ses yeux se sont embués. C'est la chose la plus gentille que tu aies jamais faite pour moi. J'ai failli rire. Au lieu de cela, j'ai simplement hoché la tête et l'ai embrassé sur la joue. Tu le mérites, ai-je dit. La soirée s'est déroulée comme une scène de film. Les verres ont trinqué. Des histoires ont été racontées. Son père a porté un toast à 20 ans d'amour indéfectible. Tout le monde a souri. Tout le monde y croyait. J'avais l'impression de regarder tout cela à travers une vitre, séparée, distante, attendant, puis le dessert a été servi. Cette tarte au chocolat maison qu'Eleanor aimait tant. Je pouvais à peine goûter la mienne. Mes mains étaient moites sur le pied de mon verre. Mon cœur battait fort. Je me suis dit, ça y est. Tu n'as pas le droit de reculer maintenant. Je me suis levé lentement, j'ai tapoté mon verre avec le dos de ma fourchette. Pigne, pigne, pigne. La salle s'est tue. Les rires ont cédé la place au silence. Tous les regards se sont tournés vers moi, impatients. J'ai dégluti difficilement et me suis forcé à sourire. Merci à tous d'être là ce soir, ai-je commencé d'une voix étonnamment ferme. C'est très important de vous avoir tous ici, amis, famille, tous ceux qui ont fait partie de notre aventure. J'ai jeté un coup d'œil autour de la salle. Sa mère rayonnait. Son père m'a fait un signe de pouce. Eleanor m'a regardé, souriante, inconsciente. Je voulais parler ce soir de quelque chose qui me trottait dans la tête ces derniers temps, de quelque chose d'important. Je veux parler de confiance, d'amour et de vérité. J'ai laissé cela s'installer dans le silence. Autour de la table, j'ai vu les plus petits changements, les regards échangés, les sourcils froncés, les verres de vin baissés à mi-gorgée. Ils l'ont senti. Ils ont senti un changement dans l'atmosphère. Eleanor a levé les yeux. Son visage était déformé par la confusion, elle ne comprenait pas encore la tempête qui allait éclater. Je voyais son esprit essayer de reconstituer mes mots, son sourire vacillant. J'ai continué. Au fil des ans, ai-je dit d'une voix ferme, même si mes mains tremblaient légèrement. Nous avons tous partagé d'innombrables moments de joie. Anniversaires, fêtes, moments que je croyais réels. La pièce était complètement silencieuse, l'énergie passant de la chaleur au malaise. Je sentais le poids de chaque regard. Mais ce soir, j'ai continué en fouillant dans ma poche. Je veux partager autre chose, quelque chose que j'ai récemment découvert. J'ai sorti la petite télécommande et appuyé sur le bouton. Les lumières se sont tamisées. Des halètements ont parcouru la pièce tandis que la grande télévision s'allumait. Ils étaient là, Eleanor et Everett. Rencontres secrètes, conversations intimes. Son rire, comme elle ne l'avait pas vu depuis des mois. La façon dont elle lui a touché la main par-dessus la table. La façon dont elle l'a regardé. Scène après scène. Le silence est devenu total. Plus de verres qui trinquent. Plus de bavardage. Juste un silence pesant et esséurant. On entendait le souffle coupé. Sa sœur se couvrit la bouche. Le visage de son père s'était figé. La mère d'Eleanor détourna le regard. Et Eleanor, le visage pâle comme un fantôme. Sa bouche était légèrement entr'ouverte, tremblante. Elle ne pouvait détacher son regard de l'écran. Ses mains agrippaient les accoudoirs de son fauteuil comme pour s'ancrer dans une réalité qui se dénouait. Quand le dernier clip s'est éteint, je me suis tourné vers elle. Ma voix s'est brisée. Comment as-tu pu? Mes mots restèrent suspendus dans l'air. 20 ans, Eleanor, était-ce un mensonge? Elle ouvrit la bouche, mais sa voix s'éleva à peine au-dessus d'un murmure. Caleb, je n'ai jamais voulu que tout cela arrive. C'était une erreur. Une erreur. J'ai répliqué plus fort que prévu. Depuis combien de temps? Combien de jours? 2 semaines? 2 mois. Depuis combien de temps cette erreur dure-t-elle? Des halètements et des murmures emplirent la pièce. Ses frères et sœurs s'agitèrent, mal à l'aise. L'un d'eux, David, essaya de parler. Caleb, ce n'est peut-être pas le bon endroit. Tu devrais peut-être parler en privé. Non, dis-je fermement. Pas cette fois. Je me tournai vers Eleanor. Devant ceux-là même qui nous ont vus tomber amoureux, qui ont célébré notre mariage, qui nous ont soutenus à chaque étape importante.
Je veux que tu comprennes la profondeur de ta trahison. » Mes yeux brûlaient. Ma voix tremblait maintenant, mais je m'en fichais. Je t'ai tout donné, Éléanore. Tout. Et voilà ce que je reçois en retour. Des larmes coulaient sur ses joues. Je suis tellement désolé, Caleb. S'il te plaît, parlons. Pas ici. Pas comme ça. Mais je secouai la tête. Mon cœur était brisé. Tu dois partir, Éléanore, dis-je, à peine capable de la regarder. Quitte notre maison. Laisse-moi trouver un moyen de guérir. Personne ne bougea. Personne ne dit un mot. La nuit qui avait commencé avec amour, rire et toast à 20 ans s'était terminée dans le chagrin et l'incrédulité. La confrontation fut plus douloureuse que je ne l'avais imaginé. Voir Éléanore s'effondrer devant sa famille, voir ceux qui avaient autrefois trinqué à notre amour la fixer maintenant comme une étrangère, me déchira quelque chose. Et pourtant, sous les décombres, je ressentais un sombre et amer sentiment de fermeture. La vérité était éclatée. Plus de faux semblants. Plus de mensonges murmurés dans l'ombre. C'était fait. Et maintenant, le prochain chapitre de ma vie m'attendait, quelle qu'en soit la forme. Les jours suivants, la maison me parut comme un écho creux de tout ce qu'elle avait été. Elle avait autrefois bourdonné de vie, de rire, de petites disputes à propos du linge, de l'odeur des crêpes du dimanche, du bruit des enfants qui jouaient dans le couloir. Maintenant, le silence, pesant, implacable. Un silence qui me pesait sur la poitrine comme un poids inébranlable. Le téléphone sonnait sans arrêt, enfin, des voix exprimant de la sympathie, de la curiosité, ou les deux. Je les ignorais toutes. On frappait aussi à la porte. Je ne pouvais pas répondre. Je ne voulais être la victime de personne. Pas encore. Partout où je me tournais, je voyais. Elle. Le canapé où elle se blottissait contre moi avec un livre. L'îlot central de la cuisine. Où elle sirotait du vin pendant que je préparais le dîner. Même cette fichue bosse dans le mur du couloir. Bon sang, je n'y avais pas pensé depuis des années. On a essayé de rentrer cette bibliothèque ridicule, on a ri comme des idiots quand elle ne rentrait pas. Elle m'avait traité de têtu. Je l'ai traité de pire. On s'est retrouvés par terre à rire jusqu'à en avoir mal au ventre. Tout était douloureux maintenant. Chaque recoin de la maison résonnait de l'absence d'Éléanore. Un soir, j'ai erré comme un fantôme et je me suis retrouvé dans le placard du couloir, coincé derrière un vieux manteau, avec l'album photo que j'avais cherché des semaines auparavant, à l'époque où j'essayais encore de croire que notre histoire pouvait être sauvée. Je l'ai emporté dans le salon et me suis assise par terre. L'ouvrir, c'était comme inviter un raz-de-marée à me noyer. Le jour de notre mariage. Son sourire. Son regard lorsqu'elle a tenu Kevin pour la première fois. Le 3e anniversaire de Kelly. Le gâteau qu'elle avait préparé. Elle-même. Déséquilibrée et parfaite. Vacances. Dimanche tranquille. Matin de Noël en pyjama assorti qu'elle insistait pour que nous portions. Je suis resté assise là pendant des heures, feuilletant les pages, avec l'impression de me dépouiller de couches de moi-même. La trahison avait profondément blessé. Mais ce chagrin, ce matin-là, d'une vie partagée, était pire parce que l'amour avait été réel autrefois. Je le savais. Les enfants. Mon Dieu. Les enfants. Kelly et Kevin étaient en difficulté. Kelly parlait à peine au dîner, ses yeux cherchant toujours quelque chose qui n'était pas là. Kevin avait pris l'habitude de claquer sa porte plus souvent qu'autrement. Leur mère leur manquait, et je ne les blâmais pas. Comment aurais-je pu? Un soir, j'ai trouvé Kelly recroquevillée dans l'escalier, pleurant dans son sweat à capuche. Je me suis assise à côté d'elle en silence. Elle a dit qu'elle était désolée, a-t-elle murmuré. Mais pourquoi ferait-elle ça si elle nous aimait? J'ai ravalé la boule dans ma gorge. Je ne sais pas, ma puce, ai-je dit. J'aimerais bien. Kevin est sorti de sa chambre, rôdant près de la rampe. Reviendra-t-elle un jour? J'ai regardé. À eux deux. Mes enfants nés de l'amour et maintenant bloqués dans les retombées de la trahison. Elle sera toujours ta mère, dis-je. Et elle t'aime. Ça n'a pas changé. Mais tu lui en veux, dit Kevin, la voix tremblante. Moi, je le suis, ai-je admis. Mais pas à cause de toi. Que s'est-il passé? C'est entre ta mère et moi. Ce n'est pas ta faute.
Ça ne l'a jamais été. Ils m'ont juste regardé tous les deux, essayant de comprendre quelque chose qu'ils étaient trop jeunes pour supporter. J'ai besoin que tu te souviennes de quelque chose, dis-je en les serrant contre moi. Vous êtes aimés pour toujours. Ça ne changera jamais. Ce qui s'est passé entre tes parents, ce n'est pas à cause de toi. Rien de tout cela n'est ta faute. Un jour, une lettre est arrivée. Je n'ai pas eu besoin de vérifier l'adresse de retour. J'ai reconnu cette écriture dès que je l'ai vue. Eleanor. Cette écriture délicate et bouclée que j'avais vue sur des cartes d'anniversaire, des mots glissés dans des valises et des pense-bêtes adhésifs sur le réfrigérateur. L'espace d'un instant, ma poitrine s'est serrée si fort que j'ai cru la laisser tomber. Mon pouce elle flottait au bord de l'enveloppe, hésitante. J'ai envisagé de la déchirer en deux. Une simple déchirure nette et elle aurait disparu. Pas de mots, pas d'explication, pas de réouverture de la blessure que je commençais à peine à recoudre, mais je n'y arrivais pas. La curiosité l'a emporté. Peut-être pas exactement. Peut-être était-ce cet espoir sourd et douloureux qu'elle puisse enfin dire quelque chose qui donnait un sens à tout cela. Je me suis assise dans la cuisine, la lettre tremblant légèrement dans ma main tandis que je la dépliais. Le papier était épais et familier. Je me souvenais de l'avoir choisi avec elle un jour, lors d'une virée à la papeterie. Elle disait qu'elle lui semblait importante, comme si elle devait contenir des mots importants. Les premières lignes étaient soignées, presque trop nettes, comme si elle les avait réécrites plus d'une fois. Elle y écrivait sa culpabilité, la façon dont le poids de ses choix l'avait tenue éveillée la nuit, l'avait suivie à travers chaque conversation, chaque sourire, chaque interaction avec nos enfants. Elle disait qu'elle ne s'attendait pas à ce que je comprenne, mais qu'elle espérait que je l'entendrais. Elle parlait de regrets, pas vagues, mais vifs et précis. Précis. Des regrets pour chaque seconde où elle m'avait menti en face. Pour chaque nuit où elle rentrait à la maison et m'embrassait comme si rien n'avait changé. Elle m'a avoué comment elle était restée dans la salle de bain, certaines nuits, à contempler son propre reflet, se demandant qui elle était devenue. Et puis elle a écrit sur l'amour. Elle l'appelait éternel. Ce mot m'a fait l'effet d'un coup de massue. Éternel. Qu'est-ce que cela signifiait pour quelqu'un qui avait déjà enfoui nos vœux sous des mois, voire des années de tromperie? J'ai dû arrêter de lire à ce moment-là. J'ai posé la lettre, pressé mes mains contre mes yeux et j'ai simplement respiré. Mais finalement, je l'ai reprise. Elle ne demandait pas de réparer quoi que ce soit. Elle l'avait clairement fait comprendre. Elle savait qu'il n'y avait pas de réparation, pas de retour en arrière possible. Elle ne demandait pas une seconde chance ni le pardon. Tout ce qu'elle voulait, disait-elle, c'était la dignité de la vérité. Une dernière conversation, non pas pour raviver quoi que ce soit, mais pour empêcher le silence entre nous de mettre un terme à notre histoire. Juste une conversation. C'est tout ce qu'elle demandait. Je ne voulais pas la rencontrer. Mon Dieu. Je sais que non. Mais quelque chose en moi, peut-être une petite voix qui voulait encore comprendre, me disait de le faire. Pas pour elle. Pour moi. Lorsqu'elle est entrée dans le café où nous avions convenu de nous retrouver, c'était comme voir un fantôme arriver. Elle avait l'air fatiguée, vide, comme si la vie l'avait exterminée. Et pourtant, quelque part sous cette lassitude se cachait la femme que j'avais aimée plus que tout. « Salut, Caleb » dit-elle doucement, presque effrayée par sa voix qui me briserait. « Eleanor » répondis-je, raide et incertaine. Je ne pouvais détacher mes yeux de son visage. Ce n'était pas de la haine que je ressentais. C'était pire. La reconnaissance de tout ce que nous avions partagé. Maintenant perdu. Elle s'est précipitée. Il fallait que je te le dise en personne, dit-elle, les yeux déjà absents. Je me sentais seul. Je me sentais oublié. Tu étais toujours occupé ou fatigué. Et j'aurais dû te dire ce que je ressentais, mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai cherché de l'attention, du réconfort ailleurs. Avec Everett, dis-je sèchement. Elle hocha la tête en grimaçant. Ce n'était pas censé arriver. Ça a commencé. Avec des conversations. Je me suis dit qu'elles étaient inoffensives. Puis je me suis convaincu que je le méritais. Que tu t'en ficherais. Mais j'avais tort surtout. J'ai écouté. Je ne l'ai pas interrompu. J'avais envie de la détester. Mais la femme assise en face de moi se punissait déjà plus que je ne pourrais jamais le faire. Je n'attends pas de pardon, a-t-elle dit, la voix brisée.
Je ne voulais juste pas que notre histoire se termine en silence. Je me suis adossé, les bras croisés. Je comprends comment tu en es arrivé là, ai-je dit. Mais je ne peux pas l'oublier. Je t'ai fait confiance, Éléanore, pour tout. Je sais, a-t-elle murmuré, et j'ai brisé cette confiance. Nous sommes restés assis en silence un moment, laissant le poids de 20 ans et d'une trahison emplir l'espace entre nous. Je ne suis pas là pour demander une autre chance, a-t-elle dit. Juste une conclusion pour nous deux. J'ai hoché la tête lentement. Je crois que c'est fini. Elle a baissé les yeux en s'essuyant les yeux. On va coêtre. Quoi qu'on ait brisé d'autres, ils ont toujours besoin de nous deux. On est d'accord là-dessus. J'ai dit. Il passe en premier. Nous nous sommes dit au revoir, calmement, tendrement et définitivement. Elle est partie et je ne l'ai pas arrêtée. Les semaines qui ont suivi la confrontation ont été parmi les plus difficiles que j'ai jamais traversées. La maison semblait vide. Chaque pièce résonnait de souvenirs et de silence. Ce vide me griffait dans les moments de calme où j'étais seul avec mes pensées ou lorsque les enfants dormaient et que le silence était assourdissant. Mais peu à peu, j'ai commencé à reconstruire ma vie. Le travail, devenu un bruit de fond, s'est transformé en quelque chose de plus intense, une raison d'aller de l'avant. Je m'y suis investi, mais pas par échappatoire. Je voulais me reconstruire, retrouver une part de moi-même qui me semblait perdue. Plus important encore, je passais autant de temps que possible avec Kelly et Kevin, simplement là pour eux, à les écouter lorsqu'ils voulaient parler, ou assis tranquillement lorsqu'ils ne le voulaient pas. Parfois, nous trouvions même des moments pour rire ensemble. Ces rares aperçus de normalité qui me rappelaient pourquoi je devais continuer. J'ai aussi commencé une thérapie, quelque chose dont je n'aurais jamais imaginé avoir besoin. Au début, parler d'Éléanore m'a semblé étrange. La trahison, la fête, la douleur vive dans ma poitrine qui ne semblait pas s'estomper. Mais petit à petit, cela m'a aidé. Mettre des mots sur la douleur la rendait plus supportable, moins pesante. Finalement, le divorce a été prononcé. Éléanore a reçu sa moitié des biens, honnêtement. La maison, où tant de souvenirs avaient été créés, est restée avec moi, ainsi que quelques biens supplémentaires. Il ne s'agissait pas seulement de biens. Il s'agissait de m'accrocher à quelque chose de stable au milieu de tout ce chaos. Ce n'était pas une fin facile, mais elle était nécessaire. Et petit à petit, avec le temps, j'ai commencé à entrevoir une issue. Des amis sont venus me voir plus souvent que prévu. Certains n'ont pas dit grand-chose. Ils se sont contentés de rester assis avec moi, partageant le silence sans gêne ni pitié. Leur présence était un réconfort tranquille. D'autres, en revanche, ont su briser la lourdeur, me faisant rire si fort que, l'espace de quelques instants précieux, j'ai oublié la douleur qui me rongeait le cœur. Ma sœur est arrivée. Avec des casseroles et du pain maison, transformant la cuisine en un petit havre de paix. Même mon voisin, sans un mot, s'est chargé de tondre la pelouse comme pour nettoyer le désordre qui encombrait ma vie. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais besoin des gens jusqu'à ce que je sois obligé de m'appuyer sur eux. Et petit à petit, malgré les difficultés, j'ai commencé à comprendre quelque chose d'essentiel. Je devais lâcher prise, non seulement avec Éléanore, mais aussi avec la vie et l'histoire que je me racontais depuis si longtemps. L'image que les choses auraient dû être, le mariage parfait, la confiance inébranlable, l'avenir que j'avais imaginé. M'accrocher à ces illusions ne ferait que me noyer. Pour guérir, je devais abandonner cette version de ma vie et trouver une nouvelle voie, une étape à la fois. Je n'étais pas guéri. Peut-être que je ne le serais jamais, mais je n'étais plus brisé non plus. Pas complètement. Pour mes enfants, pour moi-même, j'étais prête à regarder vers l'avenir. Les conséquences de la tempête furent brutales, mais les tempêtes éclaircissent le ciel, et avec le temps, un nouveau départ. Chers auditeurs, n'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner.